Cette semaine, dans le balado, on rêve de faire du cinéma et on rêve de cinéma. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Écoute, j'ai fait ça simple cette semaine. Oui. Mais je pense que ça résume bien quand même deux des grosses sorties. Quasiment 3. Presque 3. Presque Ennio. Mais, oui, c'est vrai. Tout à fait. Mais en fait, on y reviendra, c'est l'inverse. Il rêvait pas de faire du cinéma, Ennio Morricone. Mais j'en discuterai plus tard. Oui. Chaque chose en son temps. Donc, semaine, somme toute, tranquille dans la mesure où il n'y a pas de gros blockbuster, évidemment, avant la tempête Avatar qui arrive la semaine prochaine. Beaucoup de documentaires cette semaine. Oui, quand même. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Mais avant d'attaquer les sorties de la semaine, faisons un petit tour d'horizon de l'actualité. Quand même, beaucoup de trucs qui ont été dévoilés. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu as noté? On s'en est pas parlé. Veux-tu que je lance le bal à ce moment-là? Ah, vas-y. Gardons ça dans la portion potin, rumeur. OK, mais apparemment que le prochain James Bond aurait été choisi. Oh, OK. Et c'est quand même un nom, peut-être qu'on n'attendait pas, mais je pense qu'il pourrait faire du sens. Ce serait Aaron Taylor Johnson. Ouais, OK. Le fameux Kick-Ass, évidemment. Plus récemment dans Bullet Train. Donc, si c'est le cas, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il est dans la tranche d'âge dont les producteurs semblaient dire. Donc, on revenait avec un James Bond plus jeune. Parce qu'il là. doit être 35 ans. Ouais, c'est ça, mi-trentaine. Donc, je pense qu'on veut le garder pour une dizaine d'années au moins, un 3-4 films assurément. Donc, on verra bien si la rumeur se confirmera. Ouais, intéressant. Moi, je suis surtout curieux de voir finalement qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est ça, on retourne à la base, nouveau cycle, mais là, est-ce qu'on va encore réadapter un peu des anciennes histoires? Un jour, on va peut-être se rendre là. Tu sais, oui, ils ont fait Casino Royale, mais est-ce qu'on va refaire à m'amener From Russia with Love, tu sais, des trucs comme ça? Je penserais pas. Mais ou dans les romans d'Ian Fleming, ils ont tout adapté. Tout fait, ouais. Okay. En fait, la première histoire originale, c'était License to Kill en 89. Fait quand même, ils ont épuisé. Fait que tu sais, ils sont au point de dire, bon, on reprend des univers Spectre. Moi, je pense qu'ils vont laisser faire Spectre, parce qu'ils ont fait beaucoup, mais je serais pas surpris qu'ils ramènent du Docteur No, tu sais. Sans refaire nécessairement le même film, mais juste ramener le même méchant, iconique, ou des affaires comme ça. Ouais, ça pourrait bien, qu'on va prendre un espèce un chapeau là, puis là tu mets tous les éléments James Bond, puis là t'en piges 3-4, puis tu te dis OK, on part là-dedans avec ça. Je crois aussi que le succès, comme tu as dit, du cycle de voyons, j'ai déjà oublié son nom. Avec Daniel Craig. Daniel Craig, merci. Fait que là, on veut plus y aller à la pièce, mais probablement qu'on va construire un peu, inspiré des Marvel, toutes ces affaires-là, construire un cycle de peut-être 5 films, c'est peut-être ambitieux, mais peut-être un 3 ou 4, de dire, ou une trilogie. Ça se vend toujours bien, une trilogie. Fait que... Tout à fait. Mais voilà, à suivre. Reste que la pression sera énorme sur le prochain et pour les scénaristes aussi, là, de revenir avec quelque chose d'actuel, parce qu'évidemment, ça fait toujours partie du débat depuis 10-15 ans. Est-ce que James Bond a toujours sa place dans le monde d'aujourd'hui? Bref. Ouais, puis t'es gagnant ou t'es perdant à tout coup. Tu le fais comme il était, un peu miso, disons confiant. Puis là, ça va chialer en disant que c'est rétrograde, mais ceux du premier vont continuer à aimer ça. Tu le mets trop contemporain et peut-être plus ouvert d'esprit et à l'écoute des autres. Puis là, on va dire, bon, toutes les woke puis les affaires. Voilà. Fait que c'est comme... comme... aliéner une partie de... Exactement. Fait que je sais pas. Je voudrais pas être dans leur soulier. Non, c'est ça. De mon côté, au Québec, Testament, le nouveau film de Denis Arcand. Fait que qui m'enseigne tout l'Union des artistes à peu près. Ah, vraiment, là, j'ai noté à peu près 12 noms, puis c'était comme le tiers de ce qui était disponible. Je savais même pas qu'ils étaient en tournage d'un nouveau film, fait qu'ils ont gardé ça un peu secret. Là. Ils ont terminé le tournage cette semaine ou la semaine dernière peut-être. Là. On va suivre, c'est très Denis Arcand comme synopsis, là. On va suivre un personnage de Jean-Michel Bouchard, qui est un retraité des Archives nationales, qui a perdu foi en l'humanité et qui va chercher des nouveaux repères dans cette ère de rectitude politique, d'évolution identitaire, de protestation, de scandale culturel, de militantisme et autres contestations. Fait que on vient parler d'être un peu réactionnaire à tout ça. Je pense pas que c'est quelqu'un, de la manière qu'il en parle, qui est contre ça, mais qui est plus « OK, le monde a changé... qu'est-ce que je fais maintenant? » Fait que il y a tout... Et teinté de son cynisme aussi. Ah, c'est assurément, oui. Et ça met en scène toute la vieille garde, là. Dans le fond, tous ceux qui ont joué avec Denis Arcand au fil des années. Personnage principal incarné par Rémi Girard.
Il y a Yves Jacques, Pierre Curzi, Marcel Sabourin, mais on note aussi Sophie Lorrain, Guylaine Tremblay, Denis Bouchard. Dans les plus jeunes, Guillaume Lambert, Louis-José Hood, qui fait un retour au cinéma. Et ça va être le premier rôle au cinéma pour Marie-Mé. Ben oui. Et je trouve ça très drôle parce qu'il avait aussi donné le premier rôle à Marie-Pierre Morin dans La chute de l'Empire américain. Donc, il n'a pas peur du casting non conventionnel. Il faut lui donner ça. Ouais, ben en fait, c'est la productrice Denise Robert là, qui produit tous ses films depuis toujours, ou du moins une bonne secousse. Ils ont entendu dire que Marie-Mé était intéressée elle au cinéma. Fait qu'ils ont dit, bon, ben viens en audition et tout. Puis elle a eu. Mais d'après moi, au nombre de comédiens qu'il y a dans ce film-là, tout le monde doit avoir 3 minutes de temps d'écran. Là. Fait que, hâte de voir ça. Ça va être pour la première fois distribué par TVA Film, parce qu'avant, Denise Robert était quasiment un done deal avec les films civils, mais puisque ça n'existe plus, qu'il a fallu se revirer de bord et tout. Fait que grosse prise pour TVA Film, qui distribue des films québécois aussi à l'occasion, mais Denis Arcand, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus le succès qu'il y avait il y a 20 ans ou encore plus, mais ça reste un nom très attendu. Ouais, exactement. Puis, c'est un film qui peut voyager aussi. À l'international, dans des concours et autres. On a une date de sortie non, on parle de 2023. Moi, j'ai l'impression que ce serait probablement l'automne prochain, en mon sens. Peut-être même le temps des fêtes. Là. C'est pas très noëlé, mais si on parle de période achalandée. Je serais pas étonné non plus qu'il y ait une place à Cannes. De bonne chance, peut-être comme première. Oui, mais là, c'est parce que s'il vient de tourner là, il faut qu'il monte vite, parce que les inscriptions à Cannes... Oui, Cannes est en mai, mais les soumissions de films puis tout, ça doit probablement être date limite janvier, fait que ça serait très étonnant. Là. Mais tu sais, j'ai l'impression que pour leur cinéaste chouchou, ils doivent leur laisser une place, là, si jamais, le film est prêt à temps. Peut-être. Ils envoient le premier montage qui dure genre 3h35. On disant, ouais, je vais tâter ça à 2h, là, je vous le promets. Fait que voilà, je te renvoie la balle. Ben, parfait. Restons dans le cinéma d'auteur. Wes Anderson, qui a confirmé son prochain film, qui sortira le 23 juin, Asteroid City. Donc, co-scénarisé avec Roman Coppola. Ils ont fait beaucoup de leurs films ensemble. Lui aussi, il revient avec une distribution des visages connus comme Jason Schwartzman et Adrian Brody, mais quand même des noms assez intéressants qui se greffent au film. Bryan Cranston, Maya Hawke, qu'on a pu voir dans Stranger Things, entre autres, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell et Tom Hanks. Qui rentre dans l'univers de Wes Anderson. La prémisse est assez cryptique, donc ça se déroule alentour d'une espèce de convention d'astronomie junior, là, donc pour les étudiants et tout ça. Et là, des événements mondiaux, des bouleversements mondiaux viendraient un peu bousculer là, tout ce qui se passe pendant la convention. Là, donc, fait que j'imagine qu'on va suivre des enfants aussi, là, comme il le fait très souvent. Oui, j'imagine, ben oui, vu que ça se passe dans le monde scolaire, donc probablement que ça va être des nouveaux visages. C'est sûr que Jason Schwartzman est un prof, là, ou quelque chose comme ça. Puis, ou peut-être un parent, un peu névrosé. Bryan Cranston, c'est la première fois qu'on va le voir, mais on l'a déjà entendu. Il faisait une des voix dans I Love Dogs. Tout à fait. Alors, Asteroid City, le 23 juin prochain. Ouais, puis il perd pas de temps, parce que c'est tout le temps ce phénomène-là. Son dernier film French Dispatch. Ouais, c'est ça, mais là, il avait été reporté. C'était un film de 2020 qu'on avait tiré. Vous savez pourquoi. Moi, je reste dans les festivals internationaux. Le Festival du film de Berlin, la Berlinale, a annoncé que Kristen Stewart présiderait le jury de la prochaine édition qui aura lieu en février. En 2018, elle siégeait sur le jury du Festival de Cannes aussi, donc elle a une certaine expérience. Bon, évidemment, ils vont toujours justifier positivement leur choix. Là. Fait que, il n'y a pas du tout de polémique, mais je veux dire, ils vont dire « Ah, c'est une jeune en pleine ascension qui a une œuvre impressionnante. » Elle a 32 ans, là, disons qu'elle est comme établie, là, mais tu sais, elle a le lien parfait entre les États-Unis et l'Europe. C'est comme, je sais pas si c'est le lien. Tu sais, de la manière que tu l'écris, c'est comme si on n'aura jamais eu... Ça fait 73 ans qu'on est dans la recherche de cette perle-là. C'est comme, non, c'est juste ça donne bien cette année et tout. Là. Je trouve ça drôle d'en mettre plus que le client demande un peu. Mais c'est vrai qu'elle avait commencé très jeune dans Panic Room, David Fincher. C'est une actrice que j'aime beaucoup, mais je pense pas que j'ai tout vu non plus de ces trucs. Le gros blockbuster de Twilight, c'est à ce moment-là qu'on a comme pensé que c'était une pas bonne actrice, mais c'était plus parce que c'était des films très mielleux. Oui.
Elle a joué aussi avec le français Olivier Assayas dans Sils Maria et Personal Shopper, fait que c'est peut-être ce côté-là qui réunit avec l'Europe. Puis récemment, elle a incarné quand même, elle est retombée plus dans le film indépendant aussi, là, entre autres en incarnant la princesse Diana dans un film américain réalisé par un Chilien, fait très international, tout ça. Puis elle prépare actuellement la réalisation de son premier long-métrage, qui est l'adaptation d'un livre que j'ai oublié de noter, mais voilà. Très bien, très bien. De mon côté, écoute, je ne sais pas si c'est une suite que l'on désirait, mais peut-être que pour certains fans de films d'action, de comédies d'action... Je trouve ça audacieux. Suite qu'on désire, là, c'est rare, là, mais oui, vas-y. Un Rush Hour 4 serait en production. Okay. Donc, Jackie Chan a confirmé avec une photo prise avec Chris Tucker que la paire reviendrait dans cette franchise-là. Donc, le dernier film remonte déjà à 10 ans, je pense. Je pense que c'était 2012 ou en tout cas 2010, au début des années... Ah, j'aurais cru que c'était plus vieux que ça, moi. Non, fait que... déjà, c'est ça. Le 1 et 2 avaient été assez consécutifs. Oui. Le 3 un peu plus tard, puis là, OK. Donc, ça fait plusieurs années là, qu'il y avait différentes rumeurs, en tout cas, qu'on espérait mettre en chantier une nouvelle suite. Et Jackie Chan avait juste dit j'attendais le scénario parfait. Et il l'aurait enfin trouvé. Donc, okay. On verra bien. J'avoue que le premier, j'avais trouvé ça assez sympathique, mais... J'en ai... Ça fait très longtemps, ouais, c'est ça. Ouais. Je me souviens qu'il y a du niaisage parce qu'il pense que le personnage de Jackie Chan, c'est pas parler anglais, puis ça prend comme une bonne demi-heure, si c'est pas plus, avant que finalement il réalise qu'il parle anglais. Mais c'est parce que, tu sais, la fine ligne entre créer un personnage qui tape ses nerfs, c'est qu'à un moment donné, il peut taper ses nerfs pour vrai. Et là, je parle du personnage de Chris Tucker, là, c'est comme... C'est un acteur qui partage un peu, là, ça qu'on aime ou on n'aime pas. Là, puis moi, puis il est assez unidimensionnel. Là, je pense pour ça qu'il n'a pas joué dans 10 000 films non plus. Là. Ben, pas en caméo, mais disons en petit rôle comme dans le 5e élément, qui est juste un animateur coloré, ça va, mais je trouve qu'en lead... c'est difficile, là. Ouais. Il faut supporter tout ça. J'ai pas d'autres nouvelles. Moi, oui. En terminant, donc, depuis plusieurs semaines, on vous parle de tout ce qui se passe et se brasse chez Warner, et particulièrement avec leur filiale des films de DC Comics. Et là, ça bardait un peu cette semaine. Écoute, James Gunn qui a pris la tête un peu créative de cette division-là. Donc, c'est lui qui va un peu... diriger un peu le futur des films de DC Comics. Il a confirmé qu'il n'y aura pas de Wonder Woman 3. Donc, le scénario de Patty Jenkins, qui était la réalisatrice aussi, co-scénariste des deux premiers films, a été rejeté. On n'a pas su pourquoi, mais tout simplement que ce n'était pas de la direction dans laquelle il souhaitait aller. Donc, ça met un peu en péril le reste de cette franchise-là. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Est-ce qu'on va quand même conserver Gal Gadot, mais l'intégrer en autre chose? On va aller chercher un autre scénario? Bref. Mais ça sent pas mal un peu la fin. Puis même, Gunn a confirmé, en fait, qu'il n'y a aucun feu vert qui a été donné encore une suite à Shazam, ni à Black Adam, je voulais dire, aussi, et Shazam, bref, dont une suite s'en vient. Et même Man of Steel 2, qu'on semblait saluer le retour d'Henry Cavill dans le rôle de Superman en grande pompe, il n'y a rien de confirmé. Donc, je pense qu'il aurait peut-être signé un contrat pour rien, finalement. Fait que bref, ça pourrait être que la prochaine année, ça soit vraiment la fin de l'ère de Zack Snyder. Donc, on sait qu'il y a un Flash, Blue Beetle et Aquaman qui sortira en 2023. Ouais, c'est ça, je veux dire, Blue Beetle, j'avais pas vu ça aller pantoute, puis il y a un poster qui est sorti, je pense. Tout à fait. Puis, je sais pas c'est qui du tout. Moi non plus, c'est vraiment un personnage plus secondaire. Je pense qu'il y a un certain succès dans les années 2000 avec un dessin animé, une série animée à la télé, là. Mais c'est vraiment un personnage très, très secondaire. Donc, je pense qu'on assiste probablement à tout ça et on va repartir, j'ai l'impression, sur de nouvelles bases, bien qu'on confirme que l'univers Batman de Matt Reeves sera à part. Donc, c'est pas dans cet univers-là qu'on va incorporer. Comme le Joker. Comme le Joker aussi. Donc, la porte est ouverte à ces univers-là parallèles. Mais la mise en place d'un univers à la Marvel va s'en venir. On va repartir sur de nouvelles bases. Ouais, c'est ça. Les parallèles, c'est un peu plus adulte, là, justement. Fait que, mais le fanservice, blockbuster et tout. Plus grand public, là. Ouais. C'est un gros move, comme on dit, mais c'est peut-être nécessaire plutôt qu'être toujours chambranlant puis à mettre du duct tape ses affaires. Puis c'est sûr que Jason Momoa, c'est un bon casting pour Aquaman, mais est-ce que tu as besoin d'Aquaman là où tu veux t'en aller? Ou si tu le gardes,
t'es obligé... C'est dur de casser, puis après de dire qu'est-ce qui s'est passé avant. Faut comme l'oublier, tandis que c'est peut-être mieux de faire reset, de recaster tout le monde, mais recaste pas tout de suite un Aquaman. Fait que va sur des héros peut-être plus obscurs, puis réintroduit tranquillement d'autres mondes. Ouais, en tout cas, c'est un méchant casse-tête. Tout à fait. Je pense pas que c'est un rôle... c'est un poste juste de prestige, là, soudainement. Puis comme il est réalisateur de plein de ces films-là, il peut avoir beaucoup à perdre lui aussi. Là, oui, c'est sûr qu'au niveau de la communauté, il est dans une drôle de situation où ses pairs, il va rejeter des idées de films, des scénarios et tout ça. Donc, ça devrait être assez particulier. Bref, on devrait en savoir plus au cours des prochaines semaines. Hein. Ça a l'air que le plan sera éventuellement dévoilé. J'imagine qu'ils vont prendre la nouvelle tendance aussi de Marvel, c'est au niveau des choix des réalisateurs, réalisatrices, d'aller prendre des gens qui font des films indépendants, puis quasiment comme un directeur général d'équipe sportive, là, au lieu d'aller chercher des grands maîtres puis des grandes vedettes tout de suite pour les réals, tu vas chercher des jeunes en devenir, puis comme tu leur confies des gros trucs. Puis... Ou peut-être diversifier un peu l'offre, là, parce que Zack Snyder quand même avait pris beaucoup d'importance au cœur de cet univers-là. Là. Donc, c'est ça. Fait que bref, à suivre pour les amateurs de films de super-héros. Bande-annonce? Ouais. Les Trois Mousquetaires, on a parlé il y a quelques semaines, là, quand il avait annoncé le casting et tout, de Martin Bourboulon. C'est un film français, évidemment. En fait, ça sera une duologie qui met en scène... tantôt, on parlait de Testament, qui a à peu près tout l'UDA. Je pense qu'ici, c'est tous les acteurs et actrices les plus hot en France en ce moment. François Civil, qui va jouer D'Artagnan, qui, dans de plus en plus de films, était aussi dans la série 10%. Oui. Là-dedans, mais Vincent Cassel en Athos, Romain Duris en Aramis. Romain Duris qui joue dans plusieurs films de Martin Bourboulon, là, dont FL récemment. Pio Marmaille qui joue Porthos. Il y a Louis Garrel qui a un visage très sérieux. C'est le roi Louis XIII de mémoire, en tout cas. Le méchant roi Louis. Eva Green qui va jouer Milady, qu'on connaît plus pour Casino Royale, Sin City, ses rôles anglophones, mais c'est d'origine française. Oui, elle est d'origine française, oui. Fait que, et plusieurs autres. On a une direction photo très orangée, très brune pour l'instant. C'est un film qui n'est pas encore acquis ici pour le Québec, mais une production de cette ampleur-là, c'est certain qu'on va voir ça ici. Oui. C'est une espèce de bande-annonce là, pour annoncer les 2 volets. Donc, D'Artagnan qui va prendre l'affiche le 5 avril. Fait que je pense que c'est normal, on veut que tout le monde qui va au cinéma dans le temps des fêtes en France voit la bande-annonce et revienne en avril. Et Milady, le 2e volet, lui va être le 13 décembre 2023. Donc, 6 mois d'intervalle. Puis on en discutait hors d'onde, je sais que c'est une bonne brique là, de Alexandre Dumas, mais je me demandais si ça va faire 2 films de 2h35 ou on va être plus 2 films de... c'est sûr plus qu'1h45, sinon, même si dure 1h45 chacun, tu ferais pas un film de 3h20, là, il y en a qui le font, là, mais c'est pas super pour le box-office et tout. Ouais, ça risque d'être 2 films de 2h, 2h10, j'imagine. Mais comme ça, je trouve ça intéressant. Mais comme je dis, s'il dure 2h35, je sais pas, je trouve ça prétentieux un peu, mais je demande qu'à voir ça. Ça a l'air vraiment très intéressant, là, le film de Cap et d'épée et tout. Écoute, c'est vraiment le film classique, historique français, mais avec une mise en scène qui a l'air très dynamique. Et moi, c'est surtout au niveau de la distribution, là, je pense que... On va être bien servi, je pense. Si la chimie pogne entre les comédiens. Là, exact. Du risque Cassel, là, déjà là. Il y a Paul W.S. Anderson, là, lui qui est derrière toutes les Resident Evil. Je pense qu'il avait fait peut-être la plus récente adaptation, là, mais science-fiction, fantastico, je sais pas trop quoi. Là. Puis ça va l'air vraiment pas bon. J'ai pas vu, mais je me souviens de lui avec Gérard Depardieu quand j'étais jeune. Il y avait Oliver Platt aussi. Ouais, puis Charlie Sheen. Tout ça. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai jamais vu. Mais je pense Dans mon souvenir, c'était comme super hot parce que j'aimais full les films de Cap et d'épée, mais probablement que c'est pas si bon que ça. Ça doit être une version très disneyenne. Je sais pas qui a fait ça. Puis... Écoute, je me rappelle plus du réalisateur. Mais c'était un tournage anglophone. Oui, c'était un film américain. Dedans, c'était à l'époque où Depardieu était comme un peu hot à Hollywood là, pendant quelques années. C'était Chris O'Donnell qui faisait D'Artagnan. Ouais, c'est sûr que c'était pas si bon que ça. Là. Pour les plus vieux comme moi, c'est plus la version des années 70 qui nous a marqué, qui avait été réalisée par Richard...
celui qui a fait la suite de Superman Donner 2. Non, pas Richard Donner, mais l'autre qui l'a rendu Richard Fleischer, je pense, de mémoire en tout cas. Okay. Mais c'est Michael York, entre autres. C'était un film vraiment avec un casting international, mais traduit en français. Là, même tourné en anglais à la base. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que les producteurs, c'était Pierre Spengler, justement, qui a fait Superman par après. Okay. Donc, je pense que c'était leur première grosse production et tout ça. Là, donc, mais qui était vraiment très classique et bien fait. Ouais, puis quand j'étais jeune, il y avait un dessin animé aussi. Je pense que c'était des chiens, si je me trompe. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ça jouait beaucoup, ça. Je pense que ça devait être une animation japonaise, j'ai l'impression. Ah, sûrement. Parce que c'était dans cette époque-là. Cette époque-là, des années 90, fin 80. Ouais. Fait que il y a ça. Et dans un genre beaucoup moins grand public, Infinity Pool de Brandon Cronenberg, le fils de David Cronenberg, c'est pas fou, qui ça va sortir beaucoup plus tôt, le 27 janvier, et ça va être présenté en première à Sundance à la mi-janvier, donc quelques jours avant sa sortie, avec notamment Alexander Skarsgård et Mia Goth, qui est de tous les films weird maintenant. Ça raconte quoi, tu penses? J'ai écouté la bande-annonce 2 fois, puis j'ai de la misère à le dire. Écoute, de ce que j'ai vu et lu, c'est donc un homme un couple en fait, qui se retrouve dans une espèce de tout inclus. Lui, c'est un écrivain qui écrit son premier roman est un grand succès, et depuis, il y a un peu le syndrome de la page blanche. Il n'arrive pas à terminer son deuxième roman. Et lors d'une excursion, en tout cas, bref, il va être impliqué dans un accident, c'est ça, où il va tuer quelqu'un. Et la sentence, donc, sur cette île-là, cet endroit-là, c'est la mort, mais les autorités semblent offrir la possibilité, moyennant un bon montant d'argent, de créer une doublure qui va être exécutée à la place de la personne, donc ce qu'il accepte de faire. Et le personnage de Mia Goth, donc, qui semble croiser sur ce resort-là, va l'amener finalement dans une espèce de vie de débauche, d'excès et de toutes sortes d'expériences étranges, parce que dans le fond, lui... c'est ça. Donc, je pense explorer un peu tous les tabous, parce que là, lui, n'existe plus. En théorie, sur papier, il est mort. Alors, il peut se permettre plein de choses. Fait que ça a l'air assez étrange, à la manière des Cronenberg, tant dans l'esthétisme aussi. On reconnaît vraiment la palette de couleurs des Cronenberg. Je pense que c'est vraiment pour un public averti. C'est ça. Fait que c'est bien le fils de son père. Oui. Mais comme on dit, comme les Stephen King puis Joe Hill. Joe Hill, c'est ça. Mais tant qu'il aime ça, puis qu'il se sente pas plus forcé de faire ça, mais rendu là, c'est son 3e film. Il a fait Antiviral, Possessor, je pense. Puis ça ici, Infinity Pool. Fait que... Moi, je pense qu'il est bien dans sa niche, puis qu'il y a déjà une reconnaissance internationale. J'avoue que moi, j'ai quand même une certaine curiosité à le voir, ne serait-ce que pour Mia Goth. J'ai hâte de la voir dans un autre rôle un peu intense et déjanté, je pense. Quand même. Trouve ce créneau-là. Fait que, pour les curieux et les non-cœurs sensibles, dès le 27 janvier. Bon, plusieurs nouveautés cette semaine. D'abord, je pense que celui qu'on attendait le plus, nous autres, c'est les Fabelmans de Steven Spielberg, qui est à l'affiche depuis quelques semaines et qui avait ouvert d'ailleurs en sortie limitée là, deux premières semaines à seulement 4 écrans. Les 2 dernières, il était à peu près 600 écrans en Amérique du Nord, ce qui est quand même très peu. Là. Des grosses productions, c'est comme du 3500 écrans. Puis là, cette semaine, il ouvre très large, fait qu'il y a beaucoup plus de villes au Québec qui vont avoir de Fabelmans sur leur écran. On a aussi un très fort casting. Michelle Williams et Paul Dano, Seth Rogen dans un rôle sérieux, et Gabrielle Labelle, qui est son premier rôle majeur, qui va jouer notre protagoniste. Un scénario de Steven Spielberg et Tony Kushner, qui ont signé plusieurs scénarios ensemble. Munich, West Side Story, plus récemment. Okay. Et à la direction photo, on y reviendra plus tard, là, un très beau film encore de Janusz Kaminski, qui a fait, je pense, tous les Spielberg depuis La Liste de Schindler, à peu près. Puis je regardais sa filmographie. Il fait d'autres films, mais je pense que ça te tient occupé. Surtout que Spielberg fait à peu près un film aux 18 mois, un film aux 2 ans, là, depuis années 90, peut-être un peu plus plus réparti, peut-être plus aux 2-3 ans, mais depuis les années 2000, là,
un par année quasiment. Oui, il est assez productif. Fait que ça doit le tenir occupé et financièrement sécurisé de travailler là-dessus. Bon, que raconte Fableman? On le dit, vous l'avez peut-être entendu, c'est le film le plus personnel de Steven Spielberg, inspiré de sa jeunesse. Alors, on est en 1952 au New Jersey. Midi et Burt Fableman vont amener pour la première fois leur fils Sammy au cinéma. Fait qu'évidemment, le fils s'appelle pas Steven, mais il s'appelle Sam ou Sammy. Qui va être émerveillé par le déraillement qu'il a vu à l'écran, un déraillement de train dans The Greatest Show on Earth, c'est ça. Fait qu'il il est comme pas capable de sortir cette image de son esprit. Il va emprunter la caméra Super 8 de son père puis reproduire la scène avec son train électrique. Puis c'est peut-être là que va naître son désir de devenir réalisateur, de faire des films. Quelques années plus tard, ils vont devoir déménager pour suivre le travail de son père. Ils s'en vont en Arizona. Puis c'est vraiment là qu'il va explorer de plus en plus le cinéma avec tous ses amis scouts et ses sœurs qu'il va mettre en scène pour arriver à faire des tournages de plus en plus complexes. On va voir au travers de ça la relation entre ses parents qui va peut-être devenir un peu plus difficile parce que aussi sa mère va renoncer à sa carrière de pianiste pour s'occuper des 4 enfants. Et plus tard encore, on va devoir déménager en Californie parce que le père, qui est un brillant informaticien, a un emploi encore plus prestigieux chez IBM. Et là, le couple va vraiment trouver ça difficile. Sam va renoncer au cinéma et va commencer à être victime d'intimidation à cause de ses origines juives, finalement. Je vais vous laisser découvrir de la magie au travers de ça, mais c'est ça. La jeunesse en, mettons, 3 déménagements là, de la famille des Fableman. Ouais, donc Spielberg a quand même eu une jeunesse assez intéressante. D'une part, avec son amour du cinéma, donc il recrée un peu les films qu'il tournait à l'époque. Alors, adolescent, il tournait des films quand même déjà de 20-30 minutes, là, donc pour vraiment, et il louait la salle communautaire en tout cas. Non, je pense que c'est vraiment le cinéma lui-même. Donc pour une soirée, il réussit à avoir 300-400 personnes qui venaient, qui payaient pour voir le film, et ça finançait sa prochaine production. Ouais, donc déjà très entreprenant à un jeune âge. Et puis, au niveau de la dynamique familiale, évidemment, il y a une espèce de dichotomie entre son père et sa mère. Son père qui était très scientifique, très axé sur le concret et tout ça. Sa mère qui était artiste, alors lui devait vivre un peu entre ces deux pôles-là. Dans le film, on le voit dès la première scène, justement. Ça commence qu'il va au cinéma, puis il a un peu peur du cinéma, il sait pas à quoi s'attendre. Puis sa mère, il décrit comme « Ah, c'est comme un rêve, tu vas voir, c'est super. » Tu sais, lui, il a un peu peur parce qu'il a entendu parler que le monde était géant, mais c'est plus l'écran est géant. Puis son père, qui lui, est plus « Non, tu vas voir, c'est des photos qu'on met 24 images par seconde, que là, ton cerveau, tu sais, fait que t'en as un qui est, c'est ça, très technique, très... plus froid. Ouais, brain et c'est ça, oui. Plus terre à terre, c'est ça. Et l'autre qui est plus « Non, c'est comme des rêves. » Puis là, des rêves, des fois, c'est des cauchemars. Non, mais ça, c'est des rêves heureux, là, tu vas voir, c'est des histoires, tu sais. Donc, moi, je salue le beau travail des deux scénaristes, parce qu'il y a Tony Kushner, évidemment, et Steven Spielberg, quand même, qui est co-scénariste. Et c'est la première fois, quand même, depuis 2001, où il avait co-scénarisé Artificial Intelligence, basé sur, évidemment, un premier jet de Stanley Kubrick. Donc, le scénario de Fableman, c'est vraiment très classique, mais vraiment bien amené. Justement, il y a des scènes comme ça qui sont juste bien écrites, finalement, qui nous dévoilent bien les personnages. C'est vraiment une belle lettre d'amour au cinéma. Écoute, j'ai été ému à quelques reprises. Il y a vraiment de belles séquences. Tout ce côté-là du dévoilement, où on montre la magie du cinéma lorsqu'il regarde ses courts-métrages dans son garde-robe avec son projecteur et tout ça, puis il amène sa mère regarder ses petits films qu'il fait, puis... Donc, il y a tout ce côté-là d'émerveillement qui explique bien le cinéma de Spielberg. Donc, même dans un contexte très réaliste d'une histoire familiale, il y a quand même un émerveillement au film. Et je dois saluer aussi vraiment le jeu de l'acteur Gabriel Labelle qui est vraiment très, très bon. Et pour très bien connaître Steven Spielberg aussi, parce que c'est quand même un des cinéastes que j'adore, que je suis depuis que je suis jeune, et je trouve, et pour avoir vu beaucoup d'entrevues d'archives et tout ça à l'époque où il était jeune, il évoque tellement bien. En plus de lui ressembler physiquement, c'est incroyable. Ah oui, vraiment, il ressemble à un jeune Spielberg. Ben, ils l'ont pris pas trop grand aussi. Hein. On voit surtout quand il se ramasse en Californie, tu sais...
il est entouré de plein de gros athlètes de, mettons, 6 pieds, 6 pieds 2, Ouais, puis il a ouais, l'air d'être plus un 5 pieds 8. Là, puis, ouais, c'est Foussi, là, c'est pas quelqu'un... C'est ça, mais il est un peu plus costaud. Tous les acteurs de nos jours, je pense qu'il y a une scène, il est en maillot de bain, puis c'est comme... Il a fait ses push-ups, là, ouais, c'est ça. Là. Donc, vraiment un très beau film. On sait que le film avait eu un très bel accueil aussi à Toronto et tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est peut-être... Ça demeure quand même un peu niché au-delà de... Niché, je veux dire, donc au-delà de l'amour qu'on aime pour Spielberg et peut-être sur pas sur le cinéma en général, mais sur de faire des films. Mm-hmm. J'espère que ça va trouver son public, mais... Ouais, parce que c'est un coming of age. C'est un adolescent qui est à une période charnière de sa vie, qui doit faire des choix par rapport aux difficultés et aux beaux côtés de sa famille. Puis c'est un sous-genre qui a été comme... D'après moi, on commence à avoir trop utilisé ce genre-là, donc des réalisateurs établis. Il y a quelques semaines, on avait Armageddon Time de James Gray, qui comme... OK, voici ma jeunesse, c'est mon film le plus personnel, je vous montre telle affaire. Puis là, je pense que tranquillement, toutes les maisons de production vont dire OK, là, on va se calmer parce que là, on a saturé le marché avec tout ça. Puis la plupart se cassent la gueule au box-office. Ouais. C'est sûr que le box-office ne doit pas dicter tout là, de ce qu'un film est pertinent d'être fait, s'il est beau, s'il est bon. Au final, c'est juste une question de popularité, c'est pas une question de qualité. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y en a qu'on met beaucoup d'argent dedans puis qu'on va avoir une certaine reconnaissance. C'est sûr que Steven Spielberg est probablement le réalisateur que toutes les portes vont toujours être ouvertes pour lui à faire pratiquement ce qu'il veut. Puis je pense que c'est tellement un bon cinéaste qu'il va pas aller faire genre n'importe quoi puis du chaos. Là. Non. Fait que ça reste... Moi, je pense que c'est le meilleur film de toute cette veine-là. C'est sûr Licorice Pizza que j'avais vraiment beaucoup aimé de Paul Thomas Anderson l'an dernier, mais qui était aussi un adolescence un petit peu plus vieille, peut-être plus un 16-17 ans là, dans mon souvenir. Ici, on est plus un... Ben, il grandit, là, peut-être un 15-16 ans à la fin, mais bref, un peu moins comique comme film, là, moins dans les premiers amours nécessairement. Ben, les amours amoureux, pas les amours du cinéma. Et mais oui, j'aime ça. Mais à date, au box-office, c'est comme je dis, c'est très tranquille, là. Mais c'était une sortie limitée, mais je pense que ça sera pas... ça fera pas 100 millions de dollars. Là, non, c'est... Mais si... Je me demande qu'est-ce que j'aurais pensé du film si je savais pas que c'était... Moi, j'aime m'imaginer que c'est comme 100% ça, Steven Spielberg, tu sais, tellement il y a beaucoup, beaucoup d'affaires empruntées. Une petite rencontre avec un grand cinéaste à la fin du film qui a dit que ça s'est passé de même à 100%, là, tu sais. Une rencontre très singulière, là. Puis, c'est ça, je me demande si c'était comme... je sais pas, là, un réalisatrice pas connu qui sort ça en disant « Ah, j'ai imaginé ce coming de quelqu'un qui aimerait le cinéma et tout, si on ferait comme genre... » Ben, tu sais, c'est trop... Oui, des fois, tu vas aller chercher le tellement précis que ça va devenir universel, mais je sais pas si c'est tant le cas. Mm-hmm. Mais comme c'est un cinéaste adulé et tout, ben... je pense que je trouve ça super le fun, tu sais. Ouais. C'est un peu comme... tantôt, je vais y venir, mais tu sais, il y a un documentaire sur la carrière d'Ennio Morricone comme musicien. Ben, c'est quasiment la même affaire, mais un biopic, mais fait par lui-même. Fait que c'est approuvé par lui, finalement. C'est quasiment une autobiographie, tu sais. Mais t'as changé les noms parce que tu veux te garder une petite limite de romance. Bref, je commence à radoter, mais j'ai vraiment aimé ce film-là. Mm-hmm. Pour ce qu'il est, ce qu'il représente. Ouais. Bref. Non, c'est une œuvre très mature. Je pense que c'est une des très bonnes réalisations de Spielberg. On retrouve certains de ses traits de réalisation. Je dois souligner que le film, en fait, fun fact, Spielberg, déjà à la fin des années 90, voulait ou avait ce désir de faire un film sur sa jeunesse. Et il y a une première version d'un scénario qui avait été écrit avec sa jeune sœur Anne Spielberg. OK. En 99, mais ses parents étaient toujours vivants à ce moment-là, donc ils se sentaient un petit peu mal de raconter leur histoire. Donc, il a attendu que ses parents soient décédés, son père en 2010, sa mère en 2017. Et Anne Spielberg a quand même co-scénarisé un film, okay. mais qui lui a valu quand même une nomination aux Oscars, c'était Big, avec Tom Hanks, ouais. Mais depuis... Mais c'est pas Spielberg qui a réalisé Non, c'était elle qui... parce qu'elle avait travaillé auparavant avec la société de production de Spielberg, Amblin. Finalement, elle avait co-scénarisé Big avec un autre scénariste, mais...
Pourtant, pour moi, là, très bien vécu avec cet argent-là. Peut-être finalement, elle a décrit d'autres choses, mais finalement, que ça n'a jamais été financé. Mais voilà. Mais ils ont vécu une bonne vie, ses parents, pour qu'elle décède en 2017. Elle devait avoir dans les 90 ans comme faux, là. Ben, pas loin, parce que... Ben, si là, il y a 75, il y avait à peu près 70, puis je sais bien qu'elle a fait jeune, mais au moins à 20 ans, là. Il a l'air d'être le plus vieux de sa famille, là. De ses frères et sœurs? Ouais, je pense que oui. Ouais. Pas sûr avec certitude. Mais... Fait que, c'est ça. Il doit avoir 95 ans, 94 peut-être. En tout cas. Et donc, tu parlais de justement cette séquence avec le réalisateur John Ford, qui était de ses idoles. Donc, je pense qu'on peut le dire quand même, là, c'est pas un grand secret, là, mais c'est David Lynch, le réalisateur David Lynch, qui incarne John Ford. Et la petite histoire, donc, c'est le chum de Tony Kushner dans la vie qui a suggéré à Spielberg, hey, je pense que Lynch ferait un bon John Ford et tout ça. Donc, il s'est laissé quand même désirer quelques semaines. Et apparemment que c'est Laura Dern qui, évidemment, a joué dans les Jurassic Park et qui avait joué dans Wild at Heart avec David Lynch. Okay. C'est elle, donc, qui a comme insisté, qui a réussi à convaincre Lynch là, enfin de se commettre. Et puis, finalement, il a dit « OK, je vais y aller. Puis, ça prendra le temps qu'il faut. La seule exigence que j'ai, je sais pas si c'est vrai, mais j'aimerais qu'il y ait des Cheetos disponibles comme snack. Alors que c'est son snack préféré. Donc, s'il y a des Cheetos, je vais y aller. Ben, c'est pas une demande trop difficile. C'est pas trop farfelu. Ouais, c'est ça. Tu vas au DEP à côté, t'achètes 4 sacs pour être sûr qu'il en manque pas. Là. Je suis sûr que c'est le genre de plateau qui a au moins 6 personnes des errand boys là, qui savent faire des courses comme ça. Là. Pas trop stressant, là, tu sais. Mais l'histoire dit pas s'ils préfèrent les réguliers ou ceux à la jalapeno. D'après moi, c'est un gars de régulier. Ça doit. S'il aime ça depuis toujours, là. Fait que, les Fablemen de Fablemans. Maintenant, à l'affiche dans plusieurs cinémas. En parlant de cinéma, Empire of Light, l'Empire de la Lumière de Sam Mendes, réalisateur aussi très établi, American Beauty, Route de Perdition, des 2 James Bond, Skyfall, puis... Spectre, oui, voilà. 1917, plus récemment, oui. Avec Olivia Colman, très grande actrice, Michael Ward, un des premiers gros rôles au cinéma qui fait plus de télé, Colin Firth, Toby Jones, et en direction photo, ben là, je note pas tout le temps ça, mais là, c'est des grands, là, Roger Deakins cette fois, fait qu'on a affaire à un très beau film. C'est souvent on peut qualifier les films de Mendes visuellement vraiment très beaux. Ouais, c'est un bon technicien, ça c'est sûr. On est en Angleterre au début des années 80. On va suivre Hilary, donc jouée par Olivia Colman, qui est une gérante bipolaire du cinéma Empire, qui est un ancien palace, gros cinéma, mais disons qu'il a connu de meilleurs jours. Amène une existence solitaire et sans amour. Sauf que son horizon morose va s'éclaircir le jour de l'arrivée au cinéma d'un nouvel employé, Stephen, joué par Michael Ward, qui partage plusieurs de ses passions. Fait que, au contact de ce jeune et ambitieux afro-descendant, la gérante va retrouver son ardeur au travail et, malgré la différence d'âge, tomber en amour avec Stephen, qui va également partager des sentiments pour elle. Mais elle va se faire conseiller par des collègues de se montrer discrète dans sa relation puisque se multiplient à travers le pays des violentes manifestations de militants de l'extrême droite. Alors, sa relation avec un afro-descendant n'est pas très bien vue. Ben oui, je me rappelle vaguement au milieu des années 80 qu'il y avait une espèce de résurgence du mouvement skinheads et tout ça, là, beaucoup en Angleterre. Et que ça faisait un petit peu les manchettes, mais comme je dis, c'est très très loin. Donc Sam Mendes qui a fait une lettre d'amour à sa façon aussi au cinéma. J'ai lu aussi à sa mère. C'est un film lui aussi personnel, mais pas pour lui-même. C'est sa mère, je sais pas si elle était gérante de cinéma, mais que je parle au passé, je sais pas si elle est décédée ou pas, là, mais qu'elle souffre de bipolarité aussi. Fait que c'est un peu investi là-dedans. Et là, t'allais sûrement venir. C'est la première fois qu'il signe un scénario seul. Oui, tout à fait. Fait que je sais pas, je t'ai coupé un peu. Non, c'est ça. Donc, je pense que
un peu à la manière, c'est une histoire très différente de Cinéma Paradiso, mais je pense qu'on retrouve ce côté-là très nostalgique de la bobine et des projectionnistes et de présenter des films et tout ça dans un petit village. Donc, malheureusement, on n'a pas eu la chance de le voir parce que il est en sortie limitée ici encore au Québec. Il ne s'est pas présenté à nous pour l'instant, mais il est probablement disponible assurément à Montréal. J'ai pas vérifié peut-être au travers. C'est juste que là, des fois, on accumule tout vers l'avant, mais là, on s'en vient des limites de Noël, puis on a des films de 3 heures et quelques à écouter prochainement. Fait que là, on peut pas retenir toute l'information, mais si on a l'occasion d'aller le voir, ben, on pourra faire un retour là-dessus. Ouais. Ce qu'on dit du film, c'est que évidemment, c'est un message féministe et anti-racial, mais que c'est quand même peu subtil. Là. C'est assez clair que c'est ça le propos du film. Que Olivia Colman est très brillante, très investie comme toujours. Là. C'est vraiment une grande actrice. Puis, c'est ça que je l'ai mentionné. C'est la première fois que Mendes signe seul un scénario, mais c'est peut-être une faiblesse. Là. C'est pas, on mentira pas, c'est probablement pas son meilleur film. Là, fait que ça manque peut-être un petit peu de rigueur et de subtilité à certains égards là-dessus. Mais visuellement, c'est une très belle pièce de l'année. Et si vous le voyez, portez attention au tapis du lobby du cinéma, car c'est le même tapis qu'on retrouve dans le film The Shining de Kubrick. Ah ouais, ok. Alors, il s'est fait un petit plaisir. Fait que l'Empire de la Lumière, je crois que c'est juste disponible en version anglaise ou version anglaise sous-titrée français. Je crois pas qu'on a eu de version française pour ce film-là. C'est drôle, tu parlais de Cinéma Paradiso. Eh bien, le documentaire Ennio, qui est réalisé par Giuseppe Tornatore, qui était le réalisateur de Cinéma Paradiso, arrive sur nos écrans. Il y avait eu quelques projections spéciales, je pense, au Clap à Québec, puis aussi, je crois que c'était au Cinéma du Musée, peut-être Cinéma du Parc, là, dans un festival italien cet automne. Mais là, justement, le Cinéma du Parc a comme acquis les droits, alors il y a une distribution un petit peu plus large pour le documentaire. Quand même un solide de 2h35 pour le docu, mais Ennio Morricone est un emblème de la musique au cinéma et de la musique en général. Et ce qui est super, c'est que le film a été fait en 2020 à peu près. Il est sorti en 2021 en Italie, mais donc Ennio Morricone lui-même est interviewé là, longuement dans le film et tout. Fait que c'est pas ça sort posthume le film, puisque Morricone est décédé en 2020. À l'âge de 91 ans, quand même. Ouais. Mais au moment du tournage et de toutes les entrevues et tout, il a pu être rencontré par Tornatore. Et Morricone a fait toute la musique des films de Tornatore, fait que j'imagine qu'ils ont déjà une bonne complicité ensemble. Mais les autres intervenants, il y en a à l'infini. Dario Argento, mais Quincy Jones, Hans Zimmer, qu'on voit beaucoup, un peu Oliver Stone, John Williams, Clint Eastwood, à l'infini, Quentin Tarantino aussi, puisque... Morricone, le seul Oscar... En fait, il y a eu un Oscar pour l'ensemble de sa carrière, peut-être début 2000, mi-2000. Puis son premier vrai Oscar de musique, il l'a eu pour le film de Hateful Eight de Quentin Tarantino. J'ai aimé plus la deuxième moitié du film. On crie au génie partout... ou sur toutes les critiques que je vois, je suis d'accord, c'est parce que c'est quelqu'un qui méritait vraiment son œuvre. On parle un peu de son enfance, comment il est tombé dans la musique, alors qu'au départ, ça ne l'intéressait pas. Il a plus été forcé par son père. Ah ouais. Puis, lui, il voulait être médecin, je pense. Comme ça, il était plus un homme de science. C'est le contraire. Mais son père était musicien, puis il a dit non, tu vas aller jouer de la trompette, puis il a calé de même, puis il a commencé à faire des films, puis à mener sa collaboration avec Sergio Leone. Au début, il se faisait quelques western spaghetti, là, c'était la mode en Italie, puis là, avec Sergio Leone, là, c'est parti, puis éventuellement, Le Bon, la Brute et le Truand, puis là, boum, il a été appelé partout. Écoute, moi, je connaissais pas tout de sa carrière, je savais que c'était un grand nom, mais je l'associais juste au western, je savais pas tous les autres grands films, tu sais, puis je discutais avec un collègue, puis et lui, il me reparlait de des films qui se souvenaient des années 80 et tout. The Untouchables, entre autres. Oui, il y a ça. Tu vois, je savais plus que c'était lui qui a fait de la musique, c'est un film que j'avais déjà vu, mais il y en a d'autres, écoute, j'ai oublié de noter le titre, là, puis peut-être les plus férus le savent, mais que il s'est fait voler l'Oscar pour ce film-là. Là. Puis il le dit lui-même, là, à un moment donné, c'est un personnage aussi assez coloré là, lui-même. Là. Puis tant mieux, parce qu'il y en a des fois que les Oscars, ils voient ça comme rien pantoute, mais lui, je pense que ça tenait vraiment à cœur de le gagner. Puis, tu sais, la musique de tel autre film était bonne, mais c'était juste des standards de jazz qui ont été repris. Là. Moi, j'ai donné tout mon cœur pour créer ces affaires-là et tout. T'sais. Fait que, c'est super intéressant. Tu sais, il a fait plus de 500 compositions originales en 70 ans de carrière. Mon point négatif, c'est que, point positif, il y a plein d'images d'archives.
ça comme dynamise le montage. Super intéressant. Ils ont aussi, c'est un documentaire fleuve là, qui coule bien. Il n'y a pas plein d'intertitres. On suit son évolution. On présente en ordre chronologique différents titres forts qu'il a fait. Mm-hmm. Évidemment, on ne revient pas sur sa mort parce que tout a été fait avant. Il est probablement mort pendant le montage. Fait que il y a quelques mots à la fin, mais il n'y a pas des... les gens vont quand même parler juste de son influence parce qu'il est comme à la retraite pas mal et tout, là, mais sans faire mention de sa mort nécessairement. Puis mon point négatif, c'est qu'au niveau de la mise en scène, quand il filme les intervenants, ben ça c'est très très classique, assez plate. Là. Le fond un peu flou, tout dans leur environnement de travail ou quelque part. Il y en a même un intervenant qui est genre en visioconférence avant que ça soit populaire. Non, c'était peut-être que ses derniers tournages quand il y avait la pandémie ou de quoi. Puis je suis comme moi, dans un gros film, là, puis même, des fois, il y a des podcasts aussi qui font visio, mais que t'enregistres chacun de ton bord, ton audio de qualité, parce que c'est l'audio des autres qui est comme moins bon. Puis là, tu le renvoies, puis tu fais un montage, mais c'est comme l'audio un peu boboche Internet. Là. Mais tu sais, ça, c'est les petits points faibles, mais au niveau du sujet, du contenu, même moi qui connaissais 2% de ce que Morricone a fait, je trouvais ça super intéressant comme film, là. Vraiment pertinent, là. C'est vraiment on pense beaucoup à John Williams puis Hans Zimmer, justement, des plus contemporains, là. Mais non, je pense que Morricone était déjà une inspiration pour tous ces messieurs-là aussi, t'sais. Et on dit dans les autres points faibles que j'ai lus, je savais pas toute cette information-là, mais c'est vrai qu'on voit pas le point de vue de ses enfants puis sa femme. Ils sont comme pas du tout interviewés, alors qu'il a souvent dit, là, il était avec elle depuis 1956, puis il a souvent dit que c'était une grosse inspiration pour lui et tout, qu'elle recadrait, puis plein de choses comme ça. Fait que peut-être qu'ils ne voulaient pas, eux, participer, ou que lui, vu qu'il était vivant, voulait pas que sa famille soit dedans. Ça, je l'ignore, mais on n'a pas accès à eux. On a accès à tous des collègues de travail, si on veut. Fait que Ennio, très bon documentaire sur la carrière de ce cinéaste. Dans les autres sorties, ça, c'est toute la gang de films qui prennent l'affiche cette semaine que on n'a pas eu la chance ou le temps de voir, malheureusement. Nous ne sommes que mortels. Il y a le drame Le Lycéen de Christophe Honoré qui nous avait offert, entre autres, Plaire, aimer et courir vite il y a quelques années. Fait que c'est un coming of age, quand même à la mode ces temps-ci. Après avoir perdu son père dans un accident de voiture, c'est un garçon de 17 ans qui va aller passer quelques temps à Paris chez son grand frère, qui est un artiste émergent. Et lui, le jeune qu'on suit, est un homosexuel qui est très bien dans sa peau, fait qu'il va découvrir la capitale, Paris, ses opportunités et ses dangers, alors que finalement, il est un peu en train de réfréner le deuil suite à la mort de son père et cette période charnière-là. On dit que c'est Paul Kircher ou Kircher qui est vraiment une révélation là, qui joue le jeune Lucas. Un casting, pas un casting sauvage, là, mais il a rencontré genre 200-300 jeunes pour trouver le bon ado, puis c'est une révélation. Là. Le film a joué à Cinémania il y a quelques semaines, il a gagné le prix d'interprétation masculine. Donc, une carrière à surveiller. Oui, exact. Là. Puis même Christophe Honoré a dit, je ne sais pas si... c'est pas rien, là. Il a dit, je sais pas si le cinéma va être capable d'offrir des choses assez grandes pour ce que lui, Kircher, pourrait faire pour le cinéma. Est-ce qu'il va y avoir des films assez bons pour ce comédien-là? OK. C'est aussi Vincent Lacoste qui joue son frère, Juliette Binoche qui joue leur mère, fait que très bon casting. J'ai vraiment des très bonnes critiques sur le film, là, qui était un peu bouleversant, comme je disais, là, vraiment sur cette période charnière là, du 17 ans là, de comment tu vas vivre ta vie, et là, marqué par le deuil de leur père qui est décédé d'un accident. Puis c'est aussi inspiré de la vie de Christophe Honoré, qui lui a perdu son père plus à 15 ans, etc. Fait qu'on est dans le coming of age biographique. Je vous dis, tout le monde fait ça ces temps-ci. Il y a l'aventure familiale Belle et Sébastien, nouvelle génération. Alors, c'est un reboot de Belle et Sébastien. On est dans les Pyrénées, en vacances chez sa grand-mère. Il y a un jeune Parisien qui va se lier d'amitié avec une chienne de berger maltraitée par son maître. Il y a aussi Michel Larocque au scénario. Donc, c'est la relecture de l'œuvre de Cécile Aubry. On dit que c'est un charmant récit de transmission, donc de passation des savoirs, et on va évoquer des problèmes écologiques actuels. Et évidemment, on admire les beautés de la nature et de cette région. T'as-tu déjà vu des films de Belle et Sébastien? Oui, j'ai vu 2 des 3 qui ont été produits dans la dernière décennie, là, qui étaient quand même très efficaces. J'avais trouvé très sympathique.
Ma fille était plus jeune à l'époque, donc on avait bien apprécié. Évidemment, vu mon âge, moi, c'est le dessin animé du début des années 80, évidemment, qui a marqué ma jeunesse, comme bien d'autres séries de cette époque-là. Donc, c'est ça, mais c'était vraiment une télésérie plein d'aventures de Belle et Sébastien. Là. C'était pas un film animé. Non, effectivement, c'était une histoire en continu. De mémoire, là, il partait, il essaie de trouver la quête sur sa mère ou tout quelque chose comme ça. Donc, ça fait, longtemps. Mais, ouais, c'est ça. Mais pour les encore plus vieux, moi, j'ai jamais vu, mais il y a une série télé en fait, le roman a débuté par une série de télé de 1965, donc au fur et à mesure, et qui était écrit et réalisé quand même à l'époque par Cécile Aubry. Alors, quand même, une femme là, qui réalisait une série télé, il ne devait pas en avoir une tonne à cette époque-là. Ah, mais je sais pas si c'était une Cécile femme ou Cécile homme. C'est une femme, qui était, c'est ça, qui était aussi comédienne. Et puis, donc, au fur et à mesure que les saisons sortaient, elle écrivait aussi des romans en parallèle. Donc, je sais pour beaucoup, je vois là, de nostalgique de cette époque-là, apparemment que c'était très, très bien. Donc, ouais, fait que version moderne. Donc, c'est la première fois qu'on transpose vraiment le roman dans la vie d'aujourd'hui, parce que ça a été, même les films, c'était des films d'époque. Oui, des petites références à Instagram, puis des cellulaires, puis pas de réseau, des choses. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise chose, effectivement. Mais c'est quand même drôle que depuis une dizaine d'années, comme c'est comme devenu une franchise ou une propriété intellectuelle là, qu'on adapte à toutes les sauces, un peu comme le petit Nicolas aussi, dont un nouveau truc s'en vient. Quelques semaines, c'est ça. Fait que, oui, je pense que ça a du succès. C'est comme les grosses séries américaines, dans le sens, OK, on le refait, on le continue, on fait le avant, c'est comme devenu tellement un branding connu, donc... on va sûrement avoir, Belle Origin Story, puis là, ça va être un jeune chiot qu'on va voir grandir, peut-être. D'ailleurs, le jeune comédien, je peux dire Robinson Mensah Rouanette, je vais mettre mes lunettes. Robinson Mensah Rouanette, donc qui a été choisi, lui, justement, en casting sauvage. Donc, ils avaient vu plus de 2000 jeunes. Finalement, 3 étaient amenés à Paris. Puis ils ont fait des tests avec des chiens et tout ça. Et curieusement, ou ironiquement, le comédien avait un certain traumatisme parce que plus jeune avait été mordu par un chien au visage. Mais... ça a l'air que surmonter sa crainte. C'est ça. Ouais, mais c'est-tu ça un casting sauvage, là? Je pensais que c'était vraiment, tu te promènes dans la rue puis tu vois quelqu'un puis excuse-moi, t'as raison, c'est un casting ouvert. Ouais, c'est ça. Mais comme un peu avec le lycéen, là, tu te rencontres 200-300 personnes. Mais c'est souvent le cas dès que c'est des enfants, là. Tu veux quelqu'un qui a jamais fait de cinéma, là, faut que t'en rencontres à l'infini, tu sais. C'est ça. Fait que, bref, c'est un casting ouvert à tous, donc on passe pas nécessairement par une agence, mais tout le monde peut soumettre leur... surtout si tu veux des jeunes de 12-13 ans, il y en a plein qui n'ont pas d'agence parce que c'est un premier rôle. Là, casting sauvage, je me souviens qu'il y a vraiment Romain Duris, lui, à l'époque de l'Auberge espagnole, que j'ai oublié qui a réalisé ça. Cédric Kaplich. Ah oui, c'est ça. Puis lui, c'est vraiment, il se promenait dans la rue, puis on dit, t'as exactement le look qu'on veut, puis etc. Puis là, après, il passe en audition un peu plus. Des fois, ça donne des belles histoires comme ça. Dans un film américain, spoiler alert, Divulgateur au Québec, de Michael Showalter, qui a fait plusieurs films, plusieurs scénaristes de plusieurs films et réalisateurs, mais plus récemment, The Big Sick, et encore plus récemment, Dans les yeux de Tammy Faye. En apprenant que son amoureux va mourir d'un cancer dans à peu près 11 mois, un critique de télévision va revoir les hauts et les bas de leur relation comme s'il s'agissait d'une série télé. Et c'est notamment avec Jim Parsons, qu'on connaît pour son rôle de Sheldon dans le Big Bang Theory, Ben Aldridge et Sally Field. Jim Parsons est celui qui ne décède pas dans le couple et c'est Ben Aldridge, lui, qui est mourant. Fait qu'on va suivre beaucoup Jim Parsons, comment il vit ça. Jim Parsons, son personnage, vous comprendrez. C'est une adaptation d'un livre. C'est une comédie dramatique qui est très méta, là. Fait que on brise beaucoup le 4e mur, puis on auto-référence les trucs dans la manière que c'est monté et créé. Et je pense qu'il y a une bonne partie qui est comme autour de Noël, parce qu'ils ont fait une nouvelle affiche avec des guirlandes de Noël, choses comme ça. Fait que c'est un peu pour ça qu'il sort à ce moment-là. Soit parce que tu vois, ça dure 11 mois, peut-être parce que je sais pas, 11 mois à part, ça commence en janvier puis ça finit en novembre, là, son affaire. T'as pas le choix de passer Noël un peu au travers de tout ça. Ça me rappelle un peu, parce que le titre Spoiler Alert, c'est comme il va mourir à la fin, là, c'est sûr que ça s'en va là. Ça me rappelle Me and Earl and the Dying Girl, il y a quelques années, qui avait aussi été adapté d'un livre, où au début du film,
en narration, le personnage principal dit « Ah, je vous promets que c'est pas une histoire triste d'une fille qui meurt, puis blabla. » Puis là, ils se font une amie qui finalement a le cancer, etc. Puis finalement, elle décède. Fait que... Puis il dit « Ah, excusez, je vous ai menti, parce que je vous avais dit dès le début qu'elle mourrait, vous aurez pas voulu écouter le film, et etc. » Genre, je trouvais ça très drôle. Très drôle, en tout cas. Très intéressant dans la manière que c'est construit. Ben là, on fait l'inverse. On dit dès le départ, il meurt à la fin. Fait que ça prend l'affiche dans plusieurs cinémas en version française ou anglaise. On tombe dans les quelques documentaires. Il y a le documentaire environnemental Au bout du rouleau, une histoire d'amour boréal, qui, je pensais que c'était un film francophone, mais non, c'est canadien, mais canadien anglophone. C'est le Michael Zelniker, qui est un acteur et réalisateur canadien. Il avait réalisé juste des courts-métrages à date. C'est son premier long-métrage documentaire. Fait que... L'idée vient aussi, je pense, si j'ai bien compris, du phénomène de la surconsommation de papier de toilette qu'on a eu au début de la crise sanitaire, justement. Fait qu'on va suivre des dirigeants autochtones, des scientifiques et des militants écologistes qui vont dénoncer la destruction de la forêt boréale canadienne par des puissantes compagnies papetières, surtout motivées par le profit. Ça peut rappeler un peu ce que Richard Desjardins a fait il y a plusieurs années avec l'erreur boréale. C'est un peu de nous dire... Pas obligé d'écouter le documentaire des années 90, c'est encore ça aujourd'hui. Plus ça change, plus c'est pareil. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une certaine note d'espoir au travers, évidemment. Certains, on souligne ceux qui font bien les choses, mais c'est pas rose partout. Fait que c'est important de protéger ça. Surtout aussi l'aspect des peuples autochtones qui, eux, vivent littéralement plus dans la forêt et qui sont encore plus touchés par ça. T'sais. Fait que voilà pour Au bout du rouleau. Et la programmation est comme super chargée partout. Fait que si ça vous parle, j'irai en fin de semaine, j'irai cette semaine voir ces films-là. Je pense pas que ça va être capable de s'accrocher pendant 6 semaines au cinéma, traverser tout le temps des fêtes. Là, je veux pas être un oiseau de malheur, là, mais je pense que c'est plus réaliste. Des documentaires. Tellement de films qui s'en viennent, puis des films très longs qui vont prendre beaucoup de place sur les écrans. Fait que peut-être même un temps de sortie un peu audacieux pour ces titres-là. Il y a le documentaire Au-delà des Hautes-Vallées, qui s'appelle en anglais Far Beyond the Pasture Lands, mais c'est des 2 Québécois qui l'ont fait, Maude Plante Oussarouk et Maxime Lacoste Lebuis. Ici, plus documentaire qui va plus contemplatif, là, qui va observer là, les dimensions socioculturelles au Népal, en fait. On va suivre une jeune mère d'un village de l'Himalaya qui va se joindre à une caravane qui va monter dans les hauts plateaux du Népal où pousse le Yarsa Gumba, qui est un genre de ce qu'on surnomme le Viagra des montagnes, qui par la suite est vendu à prix d'or en Chine. Fait qu'on va voir comment ça se passe un peu de leur côté, puis pour eux. Puis cette manière de... ce travail qui a l'air très dangereux, pratiquement, là, très ardu, à tout le moins. Fait qu'on va souligner évidemment aussi les paysages d'une beauté majestueuse. Fait qu'un documentaire plus lent et contemplatif sur ce truc très niché, finalement, qui est la culture de cette plante. Sujet très original, Marc. Ouais, c'est ça, que des naturalistes vont capoter dessus. Au moins, si on tue pas des tigres là, pour genre boire de ses reins ou je sais pas quoi. Là. Fait que toujours bien mieux pour ça. J'avoue qu'il pique quand même très ma curiosité. En fait, les 2 documentaires, mais je vais essayer d'avoir le temps d'aller voir tout ça. Je sais pas si ça sera possible. Là. Ça conclut le balado. Cette semaine, on a... pas cette semaine, la semaine prochaine, enfin, Avatar The Way of Water. On va savoir si l'attente valait la peine. Je me suis rendu compte, j'en parlais avec des collègues puis des amis, puis je disais 12 ans, mais c'est plus 14 ans. C'est 2008. 2009. 2009, 9, OK. Ouais. Fait qu'un 13 ans à peu près. OK. Fait que, on va dire presque 15 ans. Ça sonne bien, ça. Ouais. Fait que Avatar 2... les premiers échos sont vraiment exceptionnels. OK, je savais pas du tout si ça allait sur très bon ou très mauvais. Non, on parle vraiment là, de presque un chef-d'œuvre. En tout cas, visuellement, mais même au niveau de l'histoire, ils disent que c'est vraiment supérieur au premier. Alors, ça donne espoir. C'est ce que j'espère, parce que moi, j'étais très amer de... C'était aussi, il y a 13 ans, là, j'avais début vingtaine, là, puis là, j'étais quand même cynique, puis j'étais comme là, je découvrais le cinéma américain de répertoire plus underground et tout. Puis là, tout le monde criait au génie, puis allait voir ce film-là 4 fois au cinéma, puis j'étais là, tu me niaises, là, cette histoire-là est comme...
On me la lisait là, quand j'étais jeune pour m'endormir. Là, c'est vraiment du réchauffé, mais oui, t'as créé un univers, mais ça fait pas tout d'un film. Mm-hmm. On en a parlé quelques films cette semaine. Pour avoir la meilleure direction visuelle, ça prend un bon scénario en arrière. Ce serait mieux l'inverse. T'es mieux avec un bon scénario puis filmé de manière ordinaire. Sinon, c'est juste un show de boucan. Fait que tant mieux s'il y a de quoi. Je suis sûr que ça reste grand public, ça j'en conçois, mais un peu plus imaginatif. Quoique je suis curieux de voir parce qu'on dirait que c'est les mêmes vilains que le premier qui reviennent et tout. Fait que comment on va... Fait que tant de mystères autour de Avatar de Way of Water qui est présenté majoritairement en 3 dimensions. Là. On mise vraiment là-dessus du côté de... Le retour du 3D. Ouais, Fox qui appartient maintenant à Disney. Fait que là, avec toutes les caméras qu'on crée et tout. Bref, on va reparler de tout ça la semaine prochaine, mais sachez que dans la plupart des cinémas qu'ils présentent, dès jeudi soir, vous pourrez le voir. Fait que... On vous invite à le faire, c'est peut-être ça qui va arriver pour nous aussi. D'ici là, écrivez-nous au balado au singulier à commercial-monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. C'est d'ailleurs Avatar qui est sur la couverture. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Mais sur ça, on vous souhaite une bonne semaine de cinéma et du bon popcorn.